Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Ce soir, nous allons nous pencher sur l'un des sujets les plus inquiétants aujourd'hui au Maroc, celui de la pénurie d'eau et la situation très préoccupante de la gestion et la rationalisation de nos ressources hydriques. Hier et aujourd'hui, le ciel s'est montré clément avec des précipitations dans plusieurs régions du Maroc, mais d'après les prévisions météorologiques, le soleil fera son retour, en tout cas durant toute la semaine prochaine, avec des températures toujours très élevées pour la saison. Le cumul du déficit pluviométrique de ces 5 dernières années est évalué à 70% par rapport à la moyenne et le taux de remplissage des barrages n'a jamais été aussi bas. 23% en moyenne nationale en ce mois de janvier, avec des régions beaucoup plus touchées que d'autres comme l'oriental, le centre ou le sud où les barrages sont presque à sec. 5% de taux de remplissage pour Bin Louiden ou encore 1% pour le grand barrage de Massira. L'heure est grave, la demande en eau dépasse de loin les ressources disponibles. Comment en sommes-nous arrivés là? Les changements climatiques en sont-ils la principale cause? Quelle part de responsabilité des politiques publiques depuis un demi-siècle en matière de gestion de l'eau? Et comment réduire ce grand déficit en eau? Quelles mesures d'urgence pourrait-on déployer pour éviter le spectre de la soif? Et comment appréhender l'avenir avec de nouvelles politiques? Des axes que nous allons aborder avec notre invité de ce soir, Larbi Zegdouni, agroéconomiste et ruraliste, ancien enseignant-chercheur à l'IAV, l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Larbi Zegdouni, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Plaisir est partagé. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Alors, le Maroc est confronté à une situation hydrique alarmante et fait face à une crise sans précédent. Ce sont les propos du ministre de l'Équipement et de l'Eau, Nizar Baraka, il y a 3 semaines. Il a même utilisé des termes comme situation est terrible, catastrophique. Ce constat est-il nouveau? Il y a ces 5 années de sécheresse, une véritable sécheresse, ou est-ce qu'il remonte à beaucoup plus loin? Disons que ce qui différencie la situation d'aujourd'hui, c'est le degré de gravité. C'est vrai qu'auparavant, on n'est jamais, dans notre temps, arrivé à ce point de pénurie et d'insuffisance d'une ressource vitale qui est l'eau. C'est un peu la particularité de la situation d'aujourd'hui. C'est une situation inédite, oui. Incomparable avec des situations antérieures comme celle à laquelle on fait souvent référence, c'est la sécheresse des années 80, ou les quelques sécheresses qui ont jalonné les années 90, voire même début des années 2000. Mais c'est vrai que la crise, c'est une crise aujourd'hui, c'est sérieuse. C'est endémique, maintenant c'est structurel. Non, c'est extrêmement, j'allais dire, grave à ce qu'on puisse se retrouver devant une situation de cette nature. Ceci étant, j'allais dire, les prémices ou la genèse de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui et à laquelle nous devons réagir, les signaux ont commencé à apparaître depuis des décennies. Ça date pas. On a tendance à réduire, j'allais dire, les causes de la crise actuelle à la seule séquence climatique des 5 dernières années. C'est en partie vrai, mais ces 5 dernières années marquées par une sécheresse forte et successive, ininterrompue, n'a fait qu'amplifier, qu'à faire apparaître, j'allais dire, les tendances lourdes qui ont précédé cette situation gravissime. Oui. Ce qui fait que, je donne juste quelques références. Je commencerai d'abord par le discours de Sa Majesté de juin 2001. Nous sommes en 2024. Il y a 23 ans. Juin 2001, Sa Majesté avait adressé un discours au Conseil supérieur de l'eau et du climat, et ce fut d'ailleurs la dernière session de ce Conseil. Depuis, il n'y a plus eu de réunion de ce Conseil supérieur de l'eau et du climat. Eh bien, juin 2001, à Agadir, Sa Majesté avait appelé à ce qu'on change radicalement nos attitudes et nos comportements vis-à-vis de l'eau et de son utilisation, comme il avait appelé aussi à ce qu'on attaque, à ce qu'on s'intéresse davantage à la demande pour l'infléchir et la maîtriser et la rationaliser, tout en appelant, bien entendu, à faire tous les efforts nécessaires pour déployer, mobiliser toutes les ressources qui pourraient permettre à notre pays d'être plus à l'aise en termes de réserve en eau. C'était basé sur des études et des données remontées. Deuxième référence, toujours de la même époque, le grand débat national sur l'aménagement territoire qui a duré 2 années, qui a été sanctionné par 2 documents de référence.
qui devrait être, j'allais dire, un filtre de toutes les politiques publiques. C'est la Charte nationale de l'aménagement territoire et le schéma national de l'aménagement territoire, le SNAT. Eh bien, ces deux documents tirent la sonnette d'alarme, en plus de discours royaux, sur les perspectives inquiétantes en matière d'aménagement territoire dans son ensemble et en matière de mobilisation de l'eau, d'utilisation de l'eau, de développement rural, des déséquilibres territoriaux, de la littoralisation du littoral du Maroc, les zones côtières, avec tout ce que cela induit comme effet négatif sur l'environnement. Oui. Donc la sonnette d'alarme a été tirée il y a une vingtaine d'années, mais au lieu que des mesures, justement, soient prises pour anticiper, c'était la fuite en avant et on a fait des choix agricoles qui ont aggravé la situation. Le plan Maroc vert, il avait... c'est une initiative avec de bonnes intentions. Exact. Oui. Mais l'application et les choix étaient mauvais. Bien sûr, juste pour compléter, comme autre référence antérieure au plan Maroc vert, c'est le rapport de cinquantenaire qui a été coordonné par feu Simziane Belfry et qui a demandé 2 années de travail, qui a mobilisé plus de 120 personnes ressources experts marocains qui ont contribué, qui ont passé en revue les 5 années de développement humain du Maroc. Et il y avait tout un dossier sur les ressources naturelles, sur l'eau. Et si on avait appliqué, mis en œuvre la feuille de route, on n'en serait pas rapport là. On va venir justement aux responsabilités. Mais sinon, le plan Maroc vert, il est venu dans une conjoncture, il faut le rappeler à nos auditeurs et à nos auditrices, il est venu dans une conjoncture marquée par une crise sérieuse, une flambée des prix des produits agricoles alimentaires à l'échelle mondiale en 2007, couplée avec une crise financière qui a fait tomber, chuter des banques internationales. Et c'est dans ce contexte-là que Sa Majesté, à juste titre, avait appelé à l'élaboration d'une nouvelle stratégie pour redynamiser le secteur agricole, parce que c'est vrai, pendant pratiquement milieu des années 90 jusqu'à l'avènement du plan Maroc vert, on n'avait pas une politique agricole visible qui se mettait en œuvre. Il y a eu des progrès, il y a eu des tentatives, mais comme il y a eu beaucoup de changements au niveau de ce département, de ministres, etc., et de gouvernement, ça n'a pas permis, j'allais dire, aux stratégies qui avaient été élaborées. À la fin un bon plan, mais une mauvaise application, une mise en œuvre. Bien entendu, on avait élaboré une stratégie 2020 de développement rural qui a été validée lors du colloque national sur le développement agricole et rural en 99-2001. On avait élaboré une stratégie à long terme de développement de l'agriculture marocaine. Les actes de ce colloque, vous trouvez des documents sur comment s'attaquer à la sécheresse. Il y a un document sur la territorialisation de la politique agricole. Il y a un volume sur les incitations. Pendant 2 années, on avait réfléchi avec les autres partenaires institutionnels pour doter notre... Malheureusement, il y a eu des ruptures. Et le plan Maroc vert est venu. Le plan Maroc vert, la feuille de route que Sa Majesté avait demandé, il devait se préoccuper d'abord de permettre au pays de sécuriser ses besoins alimentaires. Je ne dis pas s'autosuffire, sauf que l'orientation qui a été privilégiée s'est faite au profit des cultures qui demandent plus d'eau. On va y revenir et qui sont destinées pour une bonne partie, je ne dis pas tout, aux grands agriculteurs exportateurs. Et pour l'exportation. Alors, pour en savoir où nous en sommes en termes de chiffres, parce que cette dernière semaine, le ministère de l'Agriculture a enfin commencé à communiquer et à divulguer des chiffres dont on ne disposait pas auparavant, et maintenant que nous avons sous la main. En comparaison avec les moyennes normales, où en est le Maroc en termes de pénurie d'eau? Je sais que la situation est grave, mais si on a des chiffres, des indicateurs. Alors, avant de répondre directement à votre question, je voudrais d'abord rendre hommage et gratitude à Sa Majesté, qui, lors de la dernière réunion de ce groupe interministériel pour faire le point sur la situation de l'eau au Maroc, il avait tenu à donner ses directives, ses instructions
pour que les responsables de la chose publique assurent une communication transparente et régulière avec le grand public. Ça, c'est extrêmement important à souligner, parce que depuis quelques années, il y a une sorte d'omerta sur l'information qui tient à différents secteurs. Et je vais revenir sur le cas du secteur agricole. Oui. Et donc, hier, je crois, Monsieur le ministre de l'eau et de l'équipement a donné une interview à un des sites de la presse électronique, à travers lequel il nous a, passez-moi l'expression, gratifié d'un certain nombre de données importantes, significatives, qui méritent d'être rappelées et commentées. Les plus importantes? Et évidemment, c'est des données globales. Oui. Moi, je souhaiterais, j'aimerais, et j'espère que le même département poursuivra cet exercice de communication, de transparence vis-à-vis du grand public en nous présentant ces données bassin par bassin hydraulique. Oui, donc parce que les données globales générales cachent les disparités. Si les données, par exemple, je m'arrêterai juste sur des données qui attirent l'attention. Monsieur le ministre Nizar Baraka, qu'il en soit remercié, nous informe qu'en termes de besoins, les besoins du pays globalement se situent autour de 16 milliards de mètres cubes par an, dont 14 pour la seule agriculture, c'est-à-dire 87%. Oui. En termes de besoins, et pour que les auditeurs et les auditrices ne confondent pas entre besoins et apports. Les besoins. Et ce qui est donné, effectivement, au secteur. Il nous dit, les besoins du pays, tout secteur confondu, y compris l'eau potable, c'est 16 milliards. 14 Donc 14 à milliards et pour la seule agriculture, 1,7 milliard pour l'eau potable, le reste pour les autres usages. OK? On n'a pas le temps de rentrer dans les détails. Oui, parce qu'il nous reste beaucoup de questions et pas beaucoup de temps. Face à ce besoin de 16 milliards, les apports ne sont plus que de 5 milliards. Les apports par la pluie et l'enneigement. D'où proviennent les 11 autres? Donc, justement, c'est ça la question. Moi, la question maintenant, j'interpelle notamment le département de l'agriculture, de nous éclairer, d'ouvrir les 14 milliards. Alors, les 14 milliards... Des besoins agricoles évalués à 14 milliards, sur quel modèle agricole ils ont été établis? C'est l'épuisement de la nappe phréatique. J'y arrive. Donc, d'abord, il y a cette question-là. Comment peut-on imaginer qu'un département de l'agriculture continue à raisonner sur la base de besoins de 14 milliards alors que les apports ne sont plus... Et pas seulement aujourd'hui. De 16 milliards, les apports ne sont que de 4. Monsieur le ministre de l'Équipement et de l'Eau. Et en fait, là, ici, pour partie, il reprend des analyses qui ont été faites, en partie, par le think tank des lauréats de l'Institut agronomique Viti Hassan II, qui, il y a 2 ans, ont publié ce qu'ils ont appelé le livre blanc sur l'eau, suite aux années de sécheresse, aux 2 ou 3 premières années de sécheresse de cette série. Il y a des données qu'ils ont... Monsieur le ministre reprend ça en disant, de 1945 au début des années 80, c'est-à-dire avant la sécheresse, le Maroc recevait 11,3 milliards comme apport de mètres cubes par an. Il ajoute, durant les 10 dernières années, cet apport qui était de 11,3 jusqu'au début des années 80, il est tombé à 7 milliards de mètres cubes. Et ce n'est pas fini. Et durant les 5 dernières années, de 7, il est tombé à 5. Oui. Et aujourd'hui, il n'y a même pas ce volume, cet apport. Oui. Donc, en fait, l'érosion des apports, sous l'effet des changements climatiques, les apports, qui viennent des pluies et des neiges, les apports s'amenuisent depuis longtemps et ce ne sont pas, j'allais dire, ils ne sont pas apparus aujourd'hui ou durant les 5 derniers. Ils se sont amplifiés, ils se sont aggravés, mais les apports s'érodent depuis longtemps. Absolument. Et donc, comment se fait-il qu'on a laissé toutes ces années, pour ne pas dire toutes ces décennies, qui laissaient voir qu'il y a une diminution des apports sans réagir, y compris au niveau du département de l'eau. Et là, si vous permettez, la Soumaya, pour faire la part des choses. Oui. La problématique de la non-concordance ou l'incohérence
du fait qu'il y a ce grand écart entre les besoins, on ne sait pas comment ils sont calculés, et les apports qui s'amenuisent, on n'a pas réagi. Et la responsabilité incombe à plusieurs départements ministériels. Je voulais justement vous demander, parce qu'il n'y a pas que les changements climatiques, est-ce que cette situation que nous vivons aujourd'hui, qui est gravissime, il y a 50 villages, vous m'avez dit, qui sont menacés de soif, ça a été dit, ce sont des chiffres d'eau potable, de l'eau pour boire, de soif, auraient pu être évités ou anticipés. Qui est responsable? J'imagine qu'il n'y a pas que le département de l'agriculture. Non, la responsabilité est partagée. Pourquoi? En matière d'orientation agricole, de choix, de stratégie, c'est du ressort du ministère de l'Agriculture, c'est les attributions. La planification de l'eau et la gestion de l'eau, il est du ressort du département de l'eau. C'est clair. Comment se fait-il que le département de l'eau laisse le ministère de l'Agriculture faire une fuite en avant en développant des cultures à outrance, irriguées avec des subventions massives? Et là, il y a un troisième responsable, c'est le ministère de l'Économie et des Finances. C'est lui qui négocie les budgets d'investissement, c'est lui qui négocie avec le ministère de l'Agriculture l'enveloppe à allouer au Fonds de développement agricole, qui a joué un rôle actif dans l'extension de l'irrigation au Maroc, avec le plan Maroc. Et j'ajouterai, il y a en partie la responsabilité du département de l'aménagement territoire, qui est tenu de faire respecter la charte et le SNAT. Et au-dessus de tout cela, il y a la responsabilité du Premier ministre ou du chef du gouvernement qui a la charge et la responsabilité de veiller à la cohérence des politiques publiques et à leur mise en cohérence et à leur mise en convergence. Donc tout ça pour qu'on taxe pas toujours le ministère de l'Agriculture a une part de responsabilité parce qu'il devait anticiper, intégrer dans ses stratégies l'amenuisement des apports d'eau et donc tous les ministères qui se sont succédés et tous les départements donc c'est une responsabilité partagée depuis une trentaine d'années. Alors aujourd'hui, l'État, la situation est ce qu'elle est. Les mesures et les décisions d'urgence qui ont été prises par le gouvernement pour limiter l'impact, comme la connexion d'eau entre Sbou et Bourgrad, l'accélération du rythme de dessalement, est-ce qu'elles peuvent être une petite solution ou est-ce qu'elles peuvent diminuer cette menace ou est-ce que c'est... Avant, juste pour compléter mon propos, il y aura un grand impact sur les données. Il nous reste 3-4 minutes. Non, je dis juste pour rester dans le souci de la transparence auquel Sa Majesté a appelé. Il faut qu'on nous dise tout. On a besoin de la formation sur les projets en cours de réalisation, en cours d'exécution, de manière à les évaluer et à les arrêter à temps. D'ailleurs, j'ai relevé un premier indice... Parce que les stations de dessalement, on avait annoncé beaucoup plus de stations... Un premier indice sur les réglages ou les révisions, Monsieur le ministre de l'eau, Sinizar Barak, nous informe que déjà le programme d'extension de la palmeraie, du palmier dattier, va être réduit de moitié. On a besoin du ministère de l'Agriculture de nous communiquer les informations, à commencer par le recensement général de l'agriculture qui a été effectué en 2016 et nous sommes en 2024. Donc il y a ça. Deuxième précision, dans les propos de M. le ministre de l'eau qui ne sont pas clairs. Il dit, c'est vrai, aujourd'hui, sur les 5, on ne donne à l'agriculture qu'1 milliard de mètres cubes. Sauf que là, il raisonne sur l'eau qui transite par les barrages. 1 milliard. Mais il y a 4 milliards qui sont prélevés de la nappe phréatique. Et ça, c'est du prélèvement clandestin. Le ministère de l'Agriculture consomme beaucoup plus que le 52% qu'a évoqué Sibaraka. Et peut-être que c'est plus que 4, parce qu'on n'a aucun moyen de vérifier et de comptabiliser, puisque c'est clandestin. Et vous m'avez dit qu'il y a des forages jusqu'à 500 mètres ça, c'est un autre problème, parce qu'on ne connaît pas la situation aujourd'hui d'irrigation privée. Oui. Alors, il y a proposé comme solution le dessalement de l'eau, cette connexion de Sbou et du Bourgreg, mais il a aussi parlé de quelque chose de très inquiétant qui est les coupures d'approvisionnement, surtout pour les ménages, consommation principalement domestique. Est-ce que c'est normal que les ménages payent pour une mauvaise gestion ou de mauvais choix? Le programme d'urgence qui a été Ça a déjà commencé dans le Souss?
Oui, les coupures, bien sûr. Il y a même un communiqué de l'agent qui est en charge de la distribution d'eau dans la région d'Agadir. Il semblerait qu'il y a eu des pannes, mais je ne sais pas. Là aussi, il y a un manque Quelle pourrait être l'alternative pour ne pas pénaliser le citoyen, le petit consommateur? Tout ce que prévoit, tout ce qu'a entrepris le gouvernement sous l'impulsion de Sa Majesté, ça va dans le bon sens, c'est-à-dire le dessalement de l'eau, l'interconnexion entre les bassins hydrauliques, par exemple, Sbou, avec Bourgrag, tous les barrages collinaires, etc., la construction de nouveaux barrages. Je suis presque tenté de dire qu'on n'a pas d'autre choix que ça. C'est un non-choix. On n'a pas d'autre alternative que de chercher à mobiliser des ressources additionnelles, d'abord pour assurer l'eau potable. Et à propos de ça, la loi stipule que le département en charge de l'eau doit garantir, préserver 2 années d'eau potable de réserve. On a combien de réserves? Dans les propos de M. le ministre de l'interview Diallo, il dit nous sommes à peine en train de travailler sur l'année en cours d'ici l'été. Ça veut dire même la 2e année de réserve n'est pas assurée. Donc c'est une prise de conscience, mais qui est venue très très tard. Tout ça oui, bien sûr. Et tout ça pour vous dire, les coupures d'eau pour les ménages, là aussi c'est un mal nécessaire. Est-ce qu'on a... je vais dire. Donc il faut s'attendre... la moindre goutte qu'on peut économiser. Et là, il y a une économie à réaliser substantielle, ça a été dit par... Il faut changer de politique alimentaire aussi. Parce que tout doit... pour finir, maintenant les perspectives, parce que franchement, je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Quand on voit les données communiquées par le ministre de l'eau, pourvu qu'il les complète par des données à l'échelle de chaque bassin, et compte tenu des perspectives qui se présentent en termes de changement climatique. De mon point de vue, et j'espère me tromper, je crois qu'il ne faut plus parler de sécheresse conjoncturelle. Désormais, le Maroc est devenu un pays avec un déficit hydrique. Il faut faire avec. Qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire qu'il faut d'abord s'interroger sur qu'est-ce qu'on va faire pour le secteur agricole à l'avenir. Le modèle qu'on a suivi jusqu'à présent, il a atteint ses limites, de mon point de vue. Donc il faut réfléchir sur quelle agriculture à l'horizon, mais au-delà de l'horizon 30. C'est une politique agricole qui doit être mesurée, appréciée, évaluée, circonscrite à l'aune des changements climatiques, et notamment en termes de température et d'apport d'eau. Mais il faudra prendre des décisions difficiles. Est-ce qu'on peut arrêter les exportations? Faire de la main-d'œuvre? Il ne faut pas croire. En tous les cas, les données sont là. Elles sont données. C'est les projections officielles, les chiffres officiels. À l'horizon 2030, la situation ne va pas s'améliorer. Elle va que s'empirer. Avec le dessalement, le traitement des eaux usées, tout ça, on ne pourra réussir si tout se passe bien, que couvrir les besoins en eau potable. Qu'adviendra-t-il des besoins du secteur agricole? Quelle agriculture? Avec un changement climatique dont les projections annoncent une diminution des précipitations de 15% à l'horizon 30, et on parle même de 50% à la fin du siècle, ou à 2050, avec une progression démographique qui continue. Donc là, on n'a pas d'autre choix que de s'asseoir sereinement, d'une manière citoyenne, responsable, pour nous poser la question, qu'allons-nous faire à compter? Aujourd'hui, il y a la préoccupation de l'urgence, mais l'urgence ne doit pas nous cacher, nous détourner de l'urgence aussi, et de la nécessité de réfléchir dès à présent. Qu'est-ce qu'on va faire pour le secteur agricole et quel traitement on doit accorder à la question rurale. Parce que même s'il faut savoir qu'il ne faut pas se leurrer, même s'il pleut pendant tout le reste du mois de janvier et le mois de février, ça ne va pas remplir les barrages ou résoudre le problème, et que la sécheresse est là, elle me menace tout le temps, et que le stress hydrique est là. Anna, de mon point de vue, je continuerai à parler sécheresse d'ici la fin de cette campagne agricole. Après, il faut changer de paradigme. Et quand je dis réfléchir sur un nouveau modèle de développement agricole rural et même de l'ensemble de l'économie nationale, cela obligatoirement doit nous amener à arriver à nous doter d'une politique alimentaire qui doit fondamentalement
éduquer les futures générations sur un nouveau modèle de consommation qui soit plus sobre, plus économe. Et il faut tout indexer sur l'empreinte hydrique. Et un des leviers d'instruments de politique qu'on n'actionne pas encore, parce qu'on parle d'interdire des cultures. On va finir sur ça. On dit interdire des cultures. C'est très difficile. C'est très difficile de contrôler. Il y a un levier politique. Lequel la fiscalité. Pour le marché. Je dois le marché. Donc il faut imposer les gens, les taxer. La fiscalité. Merci beaucoup, M. Harbez Gdouni. C'est un sujet sur lequel on pourrait s'étaler encore plus parce que vital, c'est le cas de le dire. Merci beaucoup, M. Harbez Gdouni. Je rappelle que vous êtes agroéconomiste et ruraliste, ancien enseignant-chercheur à l'IAV, l'Institut agronomique et vétérinaire. Hassan II, merci beaucoup, cher monsieur. Merci, madame, monsieur. Merci beaucoup, Sidi. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.